Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux élèves de 3e du Collège de Bernica. Nous allons continuer notre parcours d'études géographiques avec un nouveau chapitre de géographie consacré aujourd'hui à une région qui nous intéresse particulièrement puisque nous allons parler des territoires ultramarins de l'outre-mer français. Et ce pour un nouveau chapitre intitulé « Aménager les territoires ultramarins français ». Comme d'habitude, j'espère que vous avez votre livre sous les yeux, ainsi que votre fiche de travail. C'est un chapitre qui va se développer en 2 temps. On va tout d'abord voir ces territoires ultramarins français, leurs spécificités géographiques. On verra également les caractères socio-économiques de ces territoires. Et puis on parlera des politiques d'aménagement adaptées à ces régions. On continuera également par une étude de cas avec la nouvelle route du littoral à La Réunion. On aurait dû démarrer par l'étude de cas, mais j'ai modifié aujourd'hui le plan de façon à m'adapter aux circonstances. Vous voyez que ce titre nous invite à travailler, c'est vrai, sur les territoires ultramarins français, mais aussi à travailler sur l'aménagement du territoire, puisque on a comme titre « Aménager les territoires ultramarins français ». L'aménagement du territoire étant cette politique pour réduire les inégalités territoriales qui peuvent exister sur un territoire. Donc introduction problématique, en quoi les spécificités de ces territoires entraînent des politiques d'aménagement particulières. Ces territoires, on va quand même dans un premier temps les découvrir et connaître leurs particularités. Pour parler des spécificités géographiques, c'est-à-dire des particularités géographiques, on peut prendre le document 1, page 294. Alors ce document 1 correspond à un planisphère indiquant la localisation et la nature des différents territoires ultramarins français. C'est à l'aide de ce document que vous pourrez compléter la carte des territoires ultramarins français que je vous ai donné à compléter. Alors cette France d'outre-mer, on en a déjà parlé. Cette France d'outre-mer est située en Amérique, en Océanie, dans l'océan Indien et en Antarctique. Sa population est de 2,8 millions d'habitants, ce qui correspond à 4% de la population de la France, et elle correspond à 17,9% du territoire, la Guyane étant particulièrement vaste puisque la Guyane correspond à 15,4% du territoire français. Document 1, page 294. Vous remarquez la France métropolitaine, et puis on retrouve ce dont on avait parlé la dernière fois avec en bleu ciel les ZEE, les zones économiques exclusives, autour de ces possessions qui permettent à la France d'avoir des zones d'exploitation exclusives. Ensuite, je ne reviens pas sur le fait que ces territoires sont dans les 3 océans. On remarque que ces territoires, par contre, ont différents statuts. Alors, le premier statut, vous le connaissez, c'est le statut de DROM, qui veut dire département et région d'outre-mer. La Réunion est un DROM. Il y a 5 DROM au total. Il faut les connaître. On peut vous demander de localiser des régions d'outre-mer. C'est tout d'abord celle-ci. Ces 5 DROM. N'oubliez pas Mayotte, Guadeloupe, Martinique et Guyane. Les lois et les règlements applicables en métropole s'y appliquent de plein droit. Les 5 départements, en tant que régions ultra-périphériques, appartiennent à l'Union européenne. Ensuite, vous remarquez une deuxième catégorie, ce sont les pastilles jaunes sur la carte. C'est ce qu'on appelle les COM ou collectivités d'outre-mer. Bon, elles sont moins essentielles à situer. Il y a Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, vous voyez aux Antilles et dans l'Atlantique. On a la Polynésie française, avec notamment l'île de Tahiti.
Et puis on a en Polynésie également les 2 petites îles de Wallis et Futuna. Une collectivité d'outre-mer, a davantage d'autonomie vis-à-vis de la métropole qu'un département. Elle n'en a pas non plus tous les avantages. Elle est autonome, par exemple, du point de vue fiscal. Enfin, ces régions d'outre-mer comportent d'autres statuts. Je ne rentre pas dans les détails. Parfois, on les appelle des POM, pays d'outre-mer. C'est le cas, par exemple, de la Nouvelle-Calédonie, des TAF, c'est-à-dire des terres australes et antarctiques françaises, qu'il faut connaître, qui ne sont pas très loin de chez nous. Et également de l'îlot de Clipperton, tout petit îlot qui fait 7 km² de Clipperton. Pour prendre l'exemple de la Nouvelle-Calédonie, l'autonomie vis-à-vis de la France est encore plus grande. Cette région a un congrès de Nouvelle-Calédonie qui peut adopter des lois du pays. Il y a même un gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Le représentant de l'État est un haut commissaire de la République, on l'appelle le haut-serre là-bas. Et la Nouvelle-Calédonie est divisée en 3 provinces. Et chaque province peut exercer des pouvoirs relativement importants. On va continuer maintenant avec 2 documents. Page 297, on a 2 textes. Ces textes-là vont nous permettre de connaître un peu mieux les spécificités géographiques de ces régions d'outre-mer. On commence avec le document 2, page 297. Le titre de ce document, Les points communs des territoires ultramarins. C'est un texte tiré du site www.ladocumentationfrançaise.fr du 25 mars 2016. Je vous le lis. L'insularité constitue un facteur d'isolement pour l'outre-mer français, à l'exception de la Guyane. Pour certains territoires, l'insularité se conjugue avec un grand émiettement. La Polynésie française compte ainsi plus d'une centaine d'îles, composant 5 archipels dispersés sur 2,5 millions de kilomètres-carrés. L'insularité désigne cette situation d'île, le caractère propre à une île. Je continue. Ces facteurs naturels d'isolement sont accentués par une faible intégration régionale. La France d'outre-mer n'entretient que très peu de relations avec les pays voisins. Ça signifie que là, les îles sont assez peu reliées avec la région environnante. Héritage du système économique colonial qui attribuait un monopole commercial à la métropole, cette dernière reste le plus souvent le premier partenaire commercial, surtout dans les Dômes. Donc, l'intégration économique, en fait, elle se fait surtout avec la métropole et pas spécialement avec les régions environnantes. Deuxième document, c'est le texte qui est en dessous, le document 4, page 297, intitulé « Les spécificités des milieux ultramarins ». Un texte extrait d'un livre de Magali Reguezazit, « La France dans ses territoires » aux éditions CEDES en 2011. Les territoires ultramarins, en dehors de Saint-Pierre-et-Miquelon et des TAF, sont caractérisés par la tropicalité. Le climat est marqué par une température minimale moyenne de 18 degrés centigrades et des précipitations suffisantes pour permettre des cultures non irriguées. Exception faite de la Guyane, les territoires ultramarins de la zone intertropicale, c'est-à-dire situés entre le tropique du Cancer au nord et le tropique du Capricorne dans l'hémisphère sud, donc les territoires ultramarins de la zone intertropicale sont des îles, on vient de le voir, avec l'insularité. Elles sont soumises aux alizés, vents chargés en humidité, qui provoquent de fortes pluies. On observe une division très nette des îles entre la côte au vent et la côte sous le vent, plus abritée et moins arrosée. C'est un phénomène qu'on constate à La Réunion, puisque ces vents dominants qui sont orientés sud-est, qui viennent du sud-est, on les appelle les alizés ici aussi, et effectivement la côte est et sud sont plus arrosées que sur la côte ouest de La Réunion. Le relief est souvent volcanique. Le centre de l'île est alors occupé par des montagnes aux pentes raides et aux versants formés par des coulées de lave. Bon, il y a le boulanger qui klaxonne, parce qu'avec le confinement, maintenant les commerçants passent dans les quartiers. Je ferme la parenthèse.
Je reprends, le relief est souvent volcanique, le centre de l'île est alors occupé par des montagnes aux pentes raides et aux versants formés par des coulées de lave. On le constate à La Réunion, mais c'est également le cas aux Antilles. Les territoires ultramarins offrent de vastes massifs forestiers, on le constate à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie c'est pareil, aux Antilles également, et en Guyane surtout. La Guyane est ici un cas particulier puisque 90% du territoire est couvert par une forêt tropicale humide qui appartient à la forêt amazonienne. Effectivement, la Guyane est la plus grande forêt française. Alors, beaucoup de choses dans ces deux documents. La première chose qu'on peut noter sur votre fiche et qu'on a lu, c'est que ces territoires ont en commun leur climat tropical. Climat tropical, vous connaissez, avec une saison chaude et humide et une saison fraîche et sèche. Donc, leur climat tropical, en dehors de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est vrai. Saint-Pierre-et-Miquelon, on est dans un climat tempéré froid. Et les terres australes et antarctiques françaises, les TAF, où là, on va vers des climats polaires, plus on va vers le sud. Donc, leur climat tropical et leur insularité. Donc l'insularité, c'est le caractère propre aux îles. Ce sont des îles. Alors, à l'exception, c'est vrai, de la Guyane, qui est une partie de la forêt amazonienne. Et d'ailleurs, la Guyane a plutôt un climat équatorial. On peut continuer maintenant avec le planisphère, qui est page 296, document 1, page 296. On retrouve les localisations qu'on avait vues par rapport à la France métropolitaine, la métropole, mais ce qui est ici noté, ce sont les distances qu'il y a entre la métropole et ces régions d'outre-mer. Vous voyez que ces distances sont évaluées en durée de vol, en liaison aérienne. Pour aller en Nouvelle-Calédonie, par exemple, il faut 23 heures avec une escale en passant par Tokyo. Pour aller en Polynésie française, en passant par Los Angeles, il faut 22h30 avec une escale également. Et si on prend par exemple le décalage horaire entre la Polynésie française et la métropole, c'est moins 11 heures. Le décalage horaire entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie, c'est plus 10 heures. À La Réunion, on n'est qu'à 2 heures de décalage horaire. On est quand même à 10 heures de vol. L'élément ici, noté, c'est l'éloignement, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit outre-mer. Donc un autre caractère qu'on va noter sur la fiche, document 1, page 296, leur éloignement de la métropole, va placer ces régions dans une situation de discontinuité. C'est-à-dire que la liaison n'est pas continue, il y a discontinuité. On parle de discontinuité géographique ou discontinuité territoriale. Donc les place en situation de discontinuité territoriale par rapport à la France métropolitaine. Et c'est une notion géographique intéressante à apprendre. Vocabulaire, page 303. Ici, on vous donne discontinuité géographique, mais vous pouvez utiliser aussi le terme de discontinuité territoriale. On lit la définition. Rupture géographique liée à la distance, un océan, une immense forêt. On peut noter au passage d'ailleurs que la région Réunion, pour limiter cette discontinuité territoriale, met en place des aides, et on appelle ces aides les aides à la continuité, justement, à la continuité avec la métropole. Ce sont des aides de l'ordre de 360 €, je crois, sur un billet d'avion par famille. On peut continuer sur les caractères proprement géographiques en évoquant la richesse naturelle de ces territoires. On l'a un petit peu deviné à travers le texte de Magali Reguezazit. Ce sont des territoires qui accueillent une nature exceptionnelle. Et là, il y a une notion qui est intéressante à apprendre, c'est la notion de biodiversité. On a le vocabulaire, page 303, qui nous éclaire là-dessus.
Biodiversité. On le lit, page 303, nombre d'espèces et d'êtres vivants sur un espace donné. C'est ça la biodiversité. La biodiversité est importante ou elle est faible. S'il y a un grand nombre d'espèces et d'êtres vivants sur un territoire, on dira la biodiversité est importante. La richesse biologique est sensible aux effets de l'activité humaine. En effet, l'activité humaine porte souvent atteinte à cette biodiversité. La Réunion, par exemple, offre une biodiversité exceptionnelle dans le sens où on a des plantes et des animaux qui sont dits endémiques, c'est-à-dire qui vont développer des caractères uniques au monde, liés à une implantation qui s'est faite sur la longue durée et qui a permis de développer des caractères propres, d'adaptation d'ailleurs au milieu. Donc on peut noter, ils abritent une biodiversité exceptionnelle, vocabulaire page 303, c'est à souligner également, qui en font une destination touristique recherchée. Cependant, des aléas climatiques comme les cyclones, vous savez de quoi on parle, comme les cyclones, sont une menace pour les populations. C'est vrai qu'il y a aussi des cyclones aux Antilles, en Polynésie, en Mélanésie. Donc les mots à souligner dans cette première partie de cours sont discontinuité territoriale, biodiversité. Vous pouvez également souligner insularité comme mot de vocabulaire à connaître. Après avoir vu les caractères proprement géographiques, on va aborder maintenant, deuxièmement, des spécificités socio-économiques, donc des particularités liées aux sociétés, mais également à l'économie. On peut commencer cette étude en prenant le document 1 de la planche de documents que je vous ai fourni. Donc sur ce document 1, vous en avez 3, vous avez 2 histogrammes dans la partie haute du document et un tableau en dessous. Ce sont des données statistiques d'après l'INSEE, l'égalité réelle outre-mer, mars 2016. Le premier histogramme nous informe sur le PIB par habitant en indice. Le PIB, c'est donc un niveau de richesse par habitant. L'indice, ça signifie qu'on a pris une base 100 et la base 100 est fournie à gauche pour l'Union européenne. Bon, là, on a pris l'Union européenne en référence. On aurait pu prendre la métropole, c'est vrai, mais bon, là, c'est l'Union européenne. Donc, Union européenne base 100 et vous voyez que Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, on arrive à des niveaux de PIB par habitant qui vont de 50 à 70% de ce que pourrait représenter le PIB dans l'Union européenne. Donc il y a un niveau de développement moindre en Outre-mer. Ce document est tiré d'une source Eurostat 2009-2011. Le deuxième histogramme à droite nous parle du chômage. Et bien là, c'est pareil, on a quand même des taux importants qui vont de 21% en Martinique à 28,9% à La Réunion, des documents qui datent de 2010, un petit peu anciens. Actuellement, le taux de chômage en France tourne autour de 8%, donc vous voyez qu'on est sur des taux de chômage bien supérieurs à la métropole. Ensuite, le tableau, donc d'après l'INSEE, l'égalité réelle outre-mer, mars 2016, vous avez à droite une colonne outre-mer, une colonne métropole, et on prend à gauche différents indicateurs de développement. Vous avez les dépenses d'investissement par habitant, donc l'argent qu'on peut dépenser en outre-mer comparé à la métropole. Donc ça c'est en euros par habitant, 92 euros par habitant en outre-mer, 165 euros par habitant en métropole. Voilà, inégalité quand même de traitement, on pourrait dire, ou en tout cas de développement. Sur les infrastructures de transport, alors là c'est une évaluation en nombre de kilomètres de routes départementales pour 1000 habitants. La Guyane 1,9, Mayotte 0,7, c'est très peu, et la métropole 5,8. Est-ce que c'est comparable? Peut-être pas, puisqu'on a quand même des histoires d'aménagement et de routes qui sont beaucoup plus anciennes en métropole. Donc là, on voit aussi une inégalité en termes d'infrastructures de transport, c'est-à-dire ponts, routes, etc. Et enfin, part des foyers raccordés à une connexion Internet en pourcentage, Outre-mer 50%,
métropole 81% en 2016. Donc là aussi, une inégalité. Donc à partir de cette étude, on peut noter sur votre cours le niveau de développement de l'outre-mer reste souvent inférieur à celui de la métropole ou de l'UE. En outre-mer, on a souvent peu d'industrie. L'agriculture représente une faible part de la population active. On a surtout des services, commerce, transport, administration, services publics, etc. Donc on peut noter également l'économie est marquée par la faiblesse des industries, et l'importance des services. On vient de le voir sur le document, le chômage y est élevé. On peut prendre, s'il vous plaît, le document 1, page 306, un texte intitulé « Les inégalités en Outre-mer », d'après le discours de Serge Larcher, sénateur de la Martinique, président de la délégation sénatoriale à l'Outre-mer. Donc, c'est d'après le discours de Serge Larcher, intitulé « Comment corriger les inégalités dans les Outre-mer » du 25 juin 2014. On lit ce document, page 306. Les inégalités en Outre-mer. Les inégalités s'incarnent et se mesurent dans les écarts de richesse, mais elles connaissent malheureusement bien d'autres illustrations corrélatives, c'est-à-dire qui sont liées. 2 points. Le logement, la situation sanitaire des populations, le taux de scolarisation ou bien le niveau d'instruction. Des problématiques spécifiques à chaque territoire, comme le vieillissement démographique pour les Antilles. Donc, manifestement aux Antilles, la population n'est pas aussi jeune que ça. Le phénomène d'immigration massif pour la Guyane et Mayotte. On a quelques informations à ce sujet puisqu'on sait qu'à Mayotte, il y a de l'immigration illégale qui arrive de la République des Comores. Et puis en Guyane, il y a aussi le même problème avec des immigrés clandestins qui viennent du Suriname voisin. Je continue. Ou les difficultés liées à la cohabitation interethnique en Nouvelle-Calédonie contribuent à la complexité du travail de réduction des inégalités dans les Outre-mer. Alors en Nouvelle-Calédonie, c'est aussi particulier puisque c'est une colonie française qui s'est faite sur un territoire déjà occupé par une population locale, la population kanak, une colonisation qui s'est faite dans la violence, avec des expulsions de terre, avec des massacres. Et aujourd'hui, la communauté kanak, qui s'est exprimée d'ailleurs récemment lors d'un référendum, souhaiterait en majorité retrouver l'indépendance. Le dernier référendum a montré que la population néo-calédonienne est encore favorable à un maintien dans la France. Cette situation crée des tensions. Il y a des tensions entre Kanaks et entre populations d'origine européenne, qu'on appelle les Caldoches là-bas, mais il y a aussi des tensions entre Kanaks et populations immigrées wallisiennes, des travailleurs qui viennent de Wallis et Futuna, en Polynésie française, et qui forment une communauté importante en Nouvelle-Calédonie. Je continue la lecture. Donc une approche exclusivement budgétaire ne peut suffire, c'est-à-dire on ne va pas chercher à réduire ces inégalités seulement en envoyant de l'argent. Les solutions seront nécessairement multiples et devront être combinées. Vous voyez, le sénateur dit qu'il faut adapter les solutions aux particularités des problèmes propres à chaque région d'outre-mer. Une action efficace ne peut être menée qu'en synergie sur le front de l'accompagnement social et sur celui du développement économique et de la création d'emplois. Voilà, donc synergie, ça veut dire action qui se fait en même temps et qui s'entraîne mutuellement sur le volet social et sur le niveau budgétaire et économique. Ce document nous a permis d'évoquer quelques situations particulières, comme à Mayotte ou en Nouvelle-Calédonie, mais on voit que les situations sont variées, diversifiées, suivant les territoires d'outre-mer. On peut donc noter, document 1, page 306, les inégalités de développement
s'exprime aussi dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la santé, de l'éducation et du logement. Des problèmes particuliers existent selon les territoires, on l'a vu. Par exemple, vieillissement démographique aux Antilles, donc vieillissement de la population, ou cohabitation interethnique en Nouvelle-Calédonie. On peut continuer avec le document 2 de la planche, un graphique, un diagramme circulaire intitulé « Les partenaires commerciaux de la Guadeloupe », donc la Guadeloupe aux Antilles. Alors on peut remarquer deux choses. Il faut d'abord évaluer la part des importations à la part, au poids des exportations. Et puis après, on verra quels sont les partenaires commerciaux. Vous remarquez tout de suite que le disque des importations est beaucoup plus important que celui des exportations. 2,591 milliards d'importations, alors que 208 millions d'euros d'exportation. On a donc ici, vous le connaissez, on peut parler de la balance commerciale ou du solde commercial. Donc vous avez deux façons de le dire. Vous pouvez dire la balance commerciale est déficitaire, puisqu'on achète, on importe plus qu'on ne vend, qu'on exporte. Ou vous pouvez dire la balance commerciale, le solde est négatif. Deuxièmement, on peut regarder quels sont les partenaires commerciaux. Et là, il faut se rappeler le premier document qu'on a lu tout à l'heure, page 297, qui nous disait, c'était le texte, la France d'outre-mer n'entretient que très peu de relations avec les pays voisins, héritage du système économique colonial qui attribuait un monopole commercial à la métropole. Eh bien, on le constate encore aujourd'hui, puisque vous voyez que le partenaire privilégié de la Guadeloupe, qui est aux Antilles, eh bien, c'est la métropole, la France, au-delà de l'Atlantique. Alors que ses voisins, comme les Caraïbes ou les États-Unis, passent au second plan dans la ventilation des échanges commerciaux. Donc la France en bleu, vous voyez, plus de 56% d'importation et 47% d'exportation, alors que les autres régions mondiales se partagent le reste du gâteau. Donc en ce qui concerne l'outre-mer, vous pouvez noter sur votre document 2 de la planche, la balance commerciale est déficitaire. La balance commerciale est déficitaire. On peut prendre maintenant le document 4, page 299 de votre livre. C'est un texte intitulé « Des territoires attractifs » d'après un article de JFG, www.ladocumentationfrançaise.fr, 29 avril 2009. On lit le texte. L'ampleur des flux financiers venant de métropole, donc de l'argent venant de métropole, fait de chaque territoire ultramarin un véritable îlot de richesse au sein d'un environnement relativement pauvre. C'est ce qu'on vient de voir avec Mayotte et les Comores. Qu'il s'agisse du PIB par habitant, de l'indice de développement humain, IDH, ou de l'espérance de vie à la naissance, la France d'outre-mer contraste avec les États voisins, posant des problèmes d'immigration tout particulièrement à Mayotte, en Guyane et à Saint-Martin. Mais cette prospérité est largement due aux très importantes aides de l'État et de l'Union européenne sous forme d'aides diverses, de prestations sociales ou de salaires artificiellement élevés. Eh bien, comment une région peut importer autant et exporter aussi peu ? Eh bien, c'est possible grâce à l'argent de l'État et aux subventions accordées par l'État. Cette situation marque une forme de dépendance économique. On peut donc noter sur votre cours, l'économie reste dépendante des subventions nationales et européennes. L'économie reste dépendante des subventions nationales et européennes. Tout à l'heure, on indiquait que les régions d'outre-mer avaient un niveau de développement inférieur à celui de la métropole ou de l'Union européenne. On peut maintenant comparer ce niveau de développement aux pays environnants dans la zone où se trouvent ces régions d'outre-mer. À ce sujet, on peut prendre le document 4 de la planche de documents. C'est un tableau
d'après l'INSEE et la Banque mondiale en 2015. Vous avez 3 colonnes. Vous avez l'île de Mayotte, qui est un drôme, comme la Réunion. Vous avez les Comores, donc la République indépendante des Comores, qui n'est pas rattachée à la France, qui est un pays indépendant. Et puis, à droite, la colonne de droite, la France métropolitaine. On va donc pouvoir comparer ces 3 régions en termes de PIB par habitant, en dollars. On remarque que, évidemment, Mayotte a un niveau de richesse et donc de développement moindre que la France métropolitaine. 4 900 $ contre 42 000 $ par habitant, de PIB par habitant en moyenne. Mais si on compare aux Comores voisines, les Comores sont à 814 $ seulement par habitant. De même, en ce qui concerne l'espérance de vie, en France, l'espérance de vie moyenne à la naissance est de 82 ans, à Mayotte, elle est de 73 ans, et aux Comores, seulement de 60 ans. Donc là, c'est plutôt un indicateur en termes d'IDH, et donc de niveau sanitaire, de niveau de santé de la population. Enfin, vous avez l'indice de fécondité, le nombre d'enfants par femme. En France, vous avez 1,96 enfants par femme. C'est une moyenne, évidemment. Et on sait que les pays développés ont en général contrôlé leur natalité autour de 2 enfants par femme en moyenne, peut-être parfois moins. Alors que les pays en développement, les pays pauvres, ont encore gardé un régime démographique ancien, quand la transition démographique n'est pas terminée, avec beaucoup d'enfants par famille et par femme. Mayotte, qu'est-ce que ça donne ? Vous voyez, 4,2 enfants par femme à Mayotte, et aux Comores, 4,7, un petit peu plus. Et Mayotte a un niveau de développement supérieur aux Comores, et donc la qualité de vie est meilleure, mais la transition démographique n'est pas terminée. On peut donc noter sur votre fiche, document 4 de la planche. Cependant, ces territoires ultramarins français ont souvent un niveau de richesse plus élevé que les pays environnants. Plus élevé que les pays environnants. Exemple, Mayotte par rapport à la République des Comores, on vient de le voir. On a évoqué le cas de Mayotte, qui est attractive vis-à-vis des Comores, puisqu'il y a un différentiel de richesse entre les deux. Et évidemment, les Comoriens qui vivent dans la misère sont attirés par l'Eldorado mahorais et donc cherchent à aller à Mayotte. On va lire le document 3 à ce sujet de la planche de documents. Document 3, l'immigration illégale. Immigration clandestine à Mayotte, le récit d'un Comorien, France 24, observer.france24.com, 26 février 2015. On lit le texte. La majorité des Comoriens qui arrivent à Mayotte le font pour rejoindre certains membres de leur famille, mais aussi car ils préfèrent se faire soigner dans les hôpitaux bien équipés de Mayotte, tant l'état de ceux des Comores est catastrophique. Les passeurs mahorais de Mayotte, avec leur kwassa, c'est le nom des bateaux qui permettent aux passeurs de transporter les gens, exploitent ces besoins en faisant payer des fortunes. Mais il n'y a pas d'autre choix pour franchir les 70 km qui séparent les deux îles. Vous avez une petite carte à côté. Vous voyez, Mayotte est au sud-est de l'archipel. Après, vous avez les 3 îles des Comores avec Grande Comore, Anjouan, Mohéli. Les contrôles ont été renforcés quand Mayotte est devenu le 101e département français en 2011. La police mahoraise intercepte fréquemment des embarcations bondées de migrants, comme début février 2015. En 2014, 15 408 personnes ont été reconduites à la frontière avec les Comores. Entre 60 000 et 100 000 clandestins vivraient actuellement à Mayotte. Donc c'est une situation dramatique, puisque c'est aussi le résultat de la misère et de la pauvreté, d'autant que certains kwassa font naufrage, avec femmes, enfants, etc. Et il y a des morts. C'est d'ailleurs comparable à ces tentatives de migration qu'il y a entre l'Afrique et l'Europe du Sud. On peut donc noter sur votre cours, ils constituent alors des pôles attractifs qui entraînent des flux d'immigration, donc déplacement vers l'intérieur
d'immigration, souvent illégale. Voilà pour cette leçon sur aménager les territoires français ultramarins. Je vous propose pour la prochaine fois une activité sur la nouvelle route du littoral. On va vraiment aborder justement la question de l'aménagement du territoire. Et la prochaine fois, on fera la correction ensemble à la radio. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas la carte de Outre-mer à compléter. Bon travail à tous et bonne continuation.